financement de beaucoup d'ONG va baisser de 30 à 40%. Donc il y a un impact global sur l'industrie et tout le monde est terrorisé. Il y a eu en plus, en tout cas juste à l'arrivée de Trump, des ordres extrêmement durs d'arrêt total de distribution. Les gens ont reçu des mails en disant « Vous êtes en train de distribuer de la nourriture qu'on a financée, arrêtez tout ». Et c'est extrêmement problématique parce que c'est des gens qui vivent de cette nourriture-là. Et il y a déjà eu des cas dans le passé où justement les arrêts de distribution ont juste fait qu'il y a eu des gens qui sont énervés, qui ont sorti des armes à feu et qui ont tiré dans la foule ou qui ont tiré sur les ONG qui étaient en train de distribuer. Là, il y avait un immense silence parce que j'avais construit la société en me disant que ce que les gens voulaient, c'était la transparence et la justice. Et en fait, tout le monde n'avait pas envie de passer par les systèmes classiques. Tout le monde se satisfaisait de la corruption et de toutes les littéralement sacs de billets qu'ils s'échangeaient avec les différents acteurs. Et donc la solution qu'on avait conçue, c'était une énorme décision de voir que en fait ça n'intéressait personne. Il a inventé la carte ultime, celle qui te sert de carte d'identité, de carte vitale et même de carte de paiement. Il a créé un appareil mobile, sécurisé, contrôlé, bref, un téléphone, mais en fait qui téléphone rarement, même s'il est capable de le faire, parce que les cas d'usage sont quasi infinis. Lire une carte de transport, assurer la distribution pour le programme alimentaire mondial, vérifier l'état de votre cœur avant la visite semestrielle de votre cardiologue, assurer le ticketing des Jeux Olympiques et j'en passe. Famoco, c'est en fait le chaînon manquant entre le digital et le monde physique. Ensemble, on va parler corruption, falsification d'identité, d'enjeux de souveraineté, de confiance dans les géants américains et encore chinois. On va même, je crois, parler du Doge d'Elon Musk. Bref, rien ne prédestiné, je crois, mon invité à devenir un acteur clé de l'inclusion numérique. Il est diplômé de l'école polytechnique, de l'ENSA et de la LSE. Il débute sa carrière dans le conseil avant de cofonder Caravelle, le premier voyagiste en ligne en France, qu'il va revendre à Opodo en 2006. En 2010, il cofonde Famoco avec Lionel Baraban, avec une ambition claire, déployer des solutions mobiles sécurisées pour servir les populations, notamment dans les pays émergents. Famoco, aujourd'hui, c'est 25 millions de chiffre d'affaires pour 80 employés, 1,5 million de terminaux actifs et 80% du business à l'international. Je suis ravi de t'avoir avec nous, Nicolas Berbigier. Donc, tu es le cofondateur de Famoco. Tu le sais sûrement, 40 nuances de Next est suivi par des milliers d'entrepreneurs, souvent des entrepreneurs relativement aguerris. Donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est pas un énième pitch de boîte, mais c'est bien ce qui t'empêche de dormir, ce à quoi tu es confronté, ce que tu as dû affronter et peut-être relever comme challenge. Si tu me le confirmes, tu répondras à toutes mes questions sans langue de bois et avec ta verve habituelle, j'espère. Je vais essayer, Thomas. Bon, mais pour te challenger, j'ai le plaisir de retrouver Dorian Chauvin. Salut Dorian. Salut. Tu es banquier privé chez Neuflize OBC. Quant à vous, si vous nous découvrez grâce à l'interview de Nicolas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est un entrepreneur à 3 entrepreneurs par semaine qui viennent vous raconter leur croissance, comment ils ont parfois vendu leur boîte ou comment ça arrive aussi, ils l'ont planté. Bienvenue dans Feuille Blanche, bienvenue dans 40 nuances de Next. Feuille Blanche. « 40 nuances de Next ». Nicolas, je viens de pitcher tes appareils, mais en fait, je sais que ça t'énerve parce que Famoco, c'est pas que des appareils et on parle souvent de pivot stratégique. Là, c'est presque un pivot psychologique qu'il faut arriver à opérer. Oui, alors en fait, ça, c'est la grosse difficulté, c'est que nous, notre cœur de métier, comme tu disais, c'est d'essayer d'être le chaînon manquant entre le monde digital et le monde numérique parce que tout le monde dit qu'ils veulent digitaliser ses services, l'État veut digitaliser ses services, mais en réalité, il y a besoin de toute une solution qui permette de rendre les services concrets à des personnes humaines. Et jusqu'à présent, nous, on fournit une solution qui était de la carte à l'appareil, mais aussi la plateforme de gestion, l'operating system souverain. Et la difficulté, c'est que chaque fois qu'on monte nos solutions, on explique toute la solution et les gens, ils revoient cet objet devant eux. Parce que c'est tangible. Parce que c'est ce qui touche, parce que c'est ce qui est joli, parce que c'est ce qui ressemble à quelque chose qu'ils connaissent. Alors que quand on déploie une solution, le problème, c'est pas l'appareil qui rend la solution, mais
tout ce qui fait que ça marche. Toute Tout ce l'infra qui fait derrière. Mais l'infra, la logistique, Le la soft, connectivité, tous les services. C'est ça qui est la vraie valeur ajoutée de ce qu'on fait. C'est ça qui est notre véritable compétence et c'est ce que les gens ne voient pas. Mais ça amène plein de questions. Quand tu as autant de cas d'usage, comment tu te racontes? Comment tu te perds pas, parfois, aussi? Alors, se raconter, ça c'est la première difficulté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'adresser nos marchés comme des marchés qui sont complètement indépendants. Quand on va développer une solution pour distribuer de l'aide alimentaire, on explique qu'on a une solution spécialisée pour ça et on raconte nos cas d'usage dans ce marché-là. Quand à l'inverse, on se connecte à des pacemakers, c'est une autre histoire. Donc on est obligé d'avoir un peu une attitude schizophrénique où on raconte des choses qui n'ont rien à voir. Ensuite, quand on ne se perd pas, en fait ça c'est l'autre côté, c'est comme on est des ingénieurs passionnés, on a une solution qui s'adapte à tout. Tu trouves toujours une solution, même si elle n'est pas encore parfaitement... Ouais. Et du coup, on saute sur toutes les occasions. Quand on dit on va faire les Jeux Olympiques, on a une super solution. Quand on dit qu'on va faire la distribution de nourriture, on a une autre solution, des solutions de paiement. Et ça fait que toute la société vit en permanence cet écartèlement avec la possibilité de faire plein de choses différentes. Alors c'est passionnant, mais c'est fatigant pour tout le monde. Et c'est pas forcément quelque chose qui nous aide à grandir plus vite. Et alors, je me dis deux choses. La première, c'est peut-être aussi que ça permet d'attirer des talents, d'avoir toujours des nouvelles problématiques à résoudre, en tout cas quand on parle à des ingénieurs. Mais après, il y a toujours cette réflexion, même quand tu lances ta boîte, de comment je me disperse pas. Et en même temps, le fait d'être opportuniste. Enfin, tu vois, tu as toujours cet équilibre. On parle pas de nuances dans 40 nuances de Next pour rien. Toujours l'équilibre à trouver qui est pas simple. Alors, non seulement c'est pas simple, et il faut le vivre dans la société, et il faut le vivre avec nos partenaires, nos investisseurs, nos clients. Et ça, c'est des conflits qu'on a en permanence. C'est-à-dire, évidemment, les investisseurs ils disent focalisez-vous sur un truc qui marche. Et donc, ils ont tendance à nous pousser. Chaque fois qu'on prend le moindre écart, ils vont être extrêmement fâchés. Et à l'inverse, quand on découvre... Ah bah oui, ils ont raison, parce que eux, ils voudraient qu'on grandisse. Et c'est plus facile de percevoir une croissance quand on a un marché clairement identifié. Et probablement, on aurait grandi plus vite si on s'était juste focalisé sur un acteur, sur un cas d'usage. En même temps, quand on découvre un nouveau cas d'usage, qu'il est intéressant, qu'il a un impact, ils se rendent compte qu'il y a un nouveau marché, et c'est le cas. En fait, notre histoire, Famoco, ça a été, on a commencé par déployer notre première solution pour faire du transport en Afrique, puis une seconde solution pour gérer du service à la personne, puis une solution pour gérer des solutions dans le transport, puis ensuite on est repassé sur le paiement. Donc on a eu plein d'oscillations sur les différents cas d'usage. Et à chaque fois qu'on a fait ça, il a fallu rediscuter avec les employés parce qu'il faut qu'ils essayent de percevoir l'élément commun, et avec nos partenaires financiers parce qu'il faut qu'ils arrivent à voir aussi l'élément commun et la croissance à terme. Mais une fois que tu détectes un nouveau marché, que tu as la solution pour déployer, on pourrait se dire que en fait ça peut devenir un géant mondial sur un certain nombre de verticales. Alors c'est certainement notre vocation à terme, mais notre histoire a prouvé que jusqu'à présent on est sur 4-5 énormes marchés et que chacun de ces marchés il pourrait être multiplié par 10 en volume. Et pour ça, il faut un peu plus de ressources, il faut un peu plus d'énergie. C'est ça qu'il faut demander aux investisseurs, c'est pas de devoir choisir. Oui, mais en même temps, il y a des éléments dans la société qu'on n'arrive pas à répliquer à l'infini. Il y a le management, qui a un temps de présence, un temps d'attention qui ne peut pas être sur tous les marchés en même temps. Donc c'est vraiment ça. C'est ça qui est le plus difficile à scaler. C'est certainement. Ça, c'est arriver à créer quelque chose qui soit réplicable et qu'on arrive à systématiser. Oui, ça c'est difficile. C'est difficile pour nos équipes de management. C'est difficile pour nos équipes techniques qui voient aussi, qui parfois perdent le fil sur exactement quelle est la direction. Je parlais des multiples cas d'usage quand on préparait l'échange encore il y a 1 ou 2 heures. C'est passionnant parce qu'en fait derrière toute cette infrastructure, derrière ces solutions très techniques, il y a des bouleversements d'usage, de vie aussi. Je veux bien que tu nous donnes quelques exemples et puis qu'on plonge et qu'on vienne un peu plus que picorer dans toutes ces aventures. Alors, volontiers. Il y a plusieurs grands cas. Donc, Famoco, ça fournit des solutions, par exemple, et c'est une des solutions pour lesquelles on est connu, pour gérer le
le ticketing. Donc, on a été présent dans beaucoup d'événementiels. Donc, vous voyez des rave parties, des soirées, des événements, Roland-Garros par exemple, ou les Jeux Olympiques, où on fournit des solutions qui permettent de lire les tickets ou éventuellement d'encaisser. Ça, c'est un premier cas. Que là-dessus, je rebondis parce qu'on avait reçu à ce micro Pierre-Henri de Ballon, le patron de With Event, qui lui aussi a fait des choses aux Jeux Olympiques. Donc, c'est des technos qui... Totalement complémentaires. En fait, lui, il fait la solution de ticketing et nous, on la rend facilement déployable sur le terrain. On revient sur ce qu'on disait sur la digitalisation. Tout le monde veut digitaliser, donc il y a des solutions digitales, mais ce n'est pas juste une application. Il faut que ça soit déployable facilement, il faut que ça soit déployable à des étudiants, il faut que l'appareil soit pas cher, qu'il soit sécurisé. Et dans ce cas, c'est ce marché-là que nous, on remplit. On rend facilement le déploiement de ces services-là. Et donc, on est en fait partenaire avec WizEvent. Dans certains cas, ils sont nos clients. Sur un autre cas d'usage, moi, que je trouvais fabuleux, c'est tout ce que vous faites dans certains pays d'Afrique pour les réfugiés, les migrants, la carte vitale, bref, cette carte qui va leur permettre aussi de payer, de s'identifier, ça va éviter de la fraude, ça va éviter du vol, de la corruption. Oui, alors ça, c'est un système qui est énorme et qui anime une grosse partie des équipes de la société. Donc l'idée, c'est de dire, il y a de la distribution pour aider les populations locales. Et jusqu'à présent, ce que les gens faisaient, c'était avec des coupons papier. On fait un coupon papier qui donne un petit droit à un sac de farine. Alors déjà, ça peut s'abîmer, un coupon papier, ça peut se perdre, ça peut se voler. Ça peut se voler, ça peut se revendre, ça peut disparaître. Et c'est très difficile de savoir quand il a été utilisé. Et donc les Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, mais d'autres ONG aussi, Action contre la faim, se posaient la question de comment rendre le système un peu plus efficace. Et ils sont venus nous voir et on leur a proposé une solution. On fait une carte qui est un peu la même chose qu'une carte vitale ou qu'une carte Navigo sur laquelle il y a des informations et qui permet de dire je vais la donner à chacun des réfugiés et toi tu as le droit à un sac de farine toutes les semaines. Et quand tu as plus d'enfants, tu as plus de nourriture et ça doit être utilisé à telle période dans telle zone. Et donc ce système-là, il se déploie massivement, de manière à ce qu'on ait en permanence le contrôle de ce qui est donné, on sait quand c'est utilisé, on sait que ça soit utilisé efficacement, et puis ensuite on peut faire des systèmes qui sont encore plus intelligents. On peut dire, on va donner aussi une carte à tes enfants, et quand tes enfants vont à l'école, alors tu auras plus de points. Comme ça, on s'assure qu'on a un système qui ne part pas bosser dans les champs. Qui incite les gens à pousser leurs enfants à avoir une éducation, et c'est finalement le meilleur système de déploiement pour une population et de développement. Alors, là-dessus, sur la sécurité, parce qu'on pourrait se dire une carte Navigo, Vitale, peu importe, ça se prend et ça peut être utilisé par quelqu'un d'autre. Et la réponse est « mais non ». Alors sur les cartes-là, les schémas de sécurité sont différents. Dans la plupart des cas, on décide de rajouter une photo et des empreintes digitales. Donc quand on imprime la carte, on rajoute dessus les empreintes digitales des bénéficiaires et de la famille. Et du coup, la carte, elle est utilisée, la personne vérifie les empreintes digitales et donc on peut s'assurer que c'est la bonne personne qui l'utilise. Et ça, c'est très important parce que ça permet de prouver que c'est les bonnes personnes. On le fait pour les ONG, on le fait aussi pour la distribution de retraites dans certains pays. Et on s'est rendu compte qu'en utilisant les empreintes digitales, il y avait donc beaucoup de gens qui étaient soi-disant encore retraités et encore là et qui devaient recevoir leur retraite. Et en mettant en place un système avec les empreintes digitales, on a perdu 30%. Donc il y avait 30% des gens qui étaient morts et dont la pension était encore payée. Je reste sur l'action mondiale contre la faim. Je vais préciser les dates parce que ça bouge tous les jours avec le nouveau président US. Donc on est le 11 avril, je crois qu'on diffuse dans 2-3 semaines notre échange. Mais il a décidé de mettre un stop sur un certain nombre d'aides américaines au niveau mondial, notamment sur ces sujets-là. Vous, ça vous impacte Alors, le monde, on travaille avec beaucoup d'ONG et elles sont toutes impactées de manière différente. Ce qui est sûr, c'est que le financement de beaucoup d'ONG va baisser de 30 à 40%. Et c'est vrai parce que les Américains ont baissé leur financement, mais aussi les Britanniques et d'une certaine mesure les Français. Donc, il y a un impact global sur l'industrie et tout le monde est terrorisé. Il y a eu en plus, en tout cas juste à l'arrivée de Trump,
des ordres extrêmement durs d'arrêt total de distribution. C'est-à-dire quoi? C'est dans des cartons ou dans des granges ou dans des machins, on dit juste c'est là, mais tu distribues plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont reçu des mails en disant « Vous êtes en train de distribuer de la nourriture qu'on a financée, arrêtez tout ». Et donc, il y a des queues de gens qui attendaient de la nourriture et ça s'est arrêté pendant un moment, le temps que les gens comprennent et qu'ils prennent ordre et contre-ordre. Et c'est extrêmement problématique parce que c'est des gens qui vivent de cette nourriture-là. Nous, on a des déploiements, enfin, plutôt, nos clients ont des déploiements qui sont dans des terrains comme le Soudan, la Somalie, le Yémen, l'Afghanistan. Et quand ça s'arrête, tout le monde s'énerve. Et il y a déjà eu des cas dans le passé où, justement, les arrêts de distribution ont juste fait qu'il y a eu des rixes, des gens qui sont énervés, qui ont sorti des armes à feu et qui ont tué, ou qui ont tiré dans la foule, ou qui ont tiré sur les ONG qui étaient en train de distribuer. Donc, c'est extrêmement sensible de faire ça et ça s'est fait avec une violence infinie. Depuis, dans une partie de nos déploiements, la distribution a repris, mais ce qui est certain, c'est que les budgets sont en train de s'effondrer. Alors, l'impact pour nous, il est pas encore facilement tangible. Il y a plusieurs impacts. On sait que dans ce monde-là, les budgets vont baisser. On sait aussi qu'a priori, les solutions qui sont très efficaces et qui donnent une grande transparence et un grand suivi, c'est celles qui resteront, celles qui vont être privilégiées. Donc, c'est pas évident que ça ait un impact sur Famoco en tant que tel, mais en revanche, sur l'industrie et sur les distributions, ça va être considérable. Ce qui changera peut-être, c'est, j'allais dire, le montant, la valeur de ce qu'il y a dans la carte. Est-ce que ça devient plus qu'un demi-paquet de farine au lieu d'un ou deux? Exactement. Ouais. Et ça, on ne sait pas encore. Je pense que tout le monde est en train de se réajuster. Et maintenant, en fait, et donc, ils sont en train de faire leur budget, mais les budgets changent toutes les semaines. On discute, et tous les acteurs avec lesquels on travaille disent on a refait leur budget, puis on recommence, donc on ne sait pas du tout où ils en sont et comment ça atterrira. Mais c'est un tremblement de terre. Déployer ces solutions-là, ça, j'imagine, comme toujours, pas été simple au départ. Et je veux bien qu'on revienne sur, d'habitude, j'ai fait bien plus tard la claque, mais je crois que pour ta claque, tu as choisi une précédente aventure entrepreneuriale, mais où il y avait quand même cet enjeu de suivi, de validation pour limiter la fraude, etc., la corruption. Et en fait, tu vas nous en parler bien mieux que moi. On y va tout de suite. Waouh! Voilà, alors, dans la claque, moi, je pense que ma première énorme déception dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est moi, j'étais un jeune ingénieur, j'étais juste en sortie de l'école et j'avais créé une solution qui permettait de traquer les okoumés, donc le bois qui sont vendus au Gabon. Et donc, l'idée, c'est la distribution. Chaque personne coupe des énormes billes de bois qui valent des milliers d'euros et on les compte, on paye des taxes dessus, on les flotte sur la rivière pour les amener au port et les exporter. Et moi, qui étais un jeune ingénieur, je me disais, on va faire une solution qui est efficace, qui permet de les compter en permanence facilement, sans avoir besoin de les regarder, sans avoir besoin d'écrire des choses sur chacune des billes de bois. Et donc, on avait développé avec des amis une solution qui permettait de le faire. Et attends, la question, je reviens à la genèse. Le sujet, c'est qu'en fait, en cours de trajet, il y en a qui étaient volés, il y en a qui étaient perdus. En fait, ce qui se passait, c'est que les gens écrivaient la propriété du bois en imprimant sur la tranche du bois avec un petit marteau les lettres. Donc, ils étaient ABC, c'est ma bille à moi, et puis la personne à côté. Mais en fait, c'est très facile de changer la propriété, parce qu'il suffit de couper la tranche et de remettre une autre lettre, et donc on peut voler une bille de bois en changeant la propriété. Donc, l'idée était de mettre à l'intérieur des petits trackers qui étaient des petits clous et qui permettaient d'avoir une identité qui était sécurisée. Tout le monde voit venir le mai. Ben ouais. Moi, on a fait une solution, on a fait un prototype, on a montré des appareils. Pareil, il y avait une alliance entre la solution et le hardware. Et quand on l'a présenté aux gens en expliquant fièrement que c'était une solution qui permettait de collecter les taxes, de compter automatiquement, de rendre transparent, et qu'on a expliqué ça aux eaux et forêts, à la présidence et aux acteurs, là, il y avait un immense silence parce que j'avais construit la société en me disant que ce que les gens voulaient, c'était la transparence et la justice. Et en fait, tout le monde n'avait pas envie de passer par les systèmes classiques. Tout le monde se satisfaisait de la corruption et de toutes les, littéralement, sacs de billets qu'ils s'échangeaient avec les différents acteurs. Et donc, la solution qu'on avait conçue, c'était une énorme décision de voir que, en fait, ça n'intéressait personne. Ça, c'est la leçon. Mais quand aujourd'hui, avec Famoco, tu réponds encore sur d'autres sujets à des problématiques de transparence, de corruption, de fraude, quel est le learning de la précédente aventure
Est-ce que c'est simplement un changement d'époque, un changement de mentalité des politiques qui ont demandé à évoluer, ou t'as craqué quelque chose que t'avais pas réussi à craquer sur le premier projet? Ça n'a pas changé. On a les mêmes problématiques aujourd'hui dans le cas de la distribution alimentaire. Aujourd'hui, quand les ONG essaient de distribuer, elles se heurtent de la même manière à de la corruption au niveau départemental, au niveau de la commune, et même parfois de la corruption dans leurs équipes. Donc tout le monde s'ingénie à justifier que le système ne va pas marcher pour contourner le système. Et souvent, les gens disent « Mais non, mais c'est nul votre truc, filez-nous l'argent, on va se débrouiller nous-mêmes pour le distribuer. » Et ça nous est arrivé parfois dans des proportions qui sont folles. Et c'est vrai dans les pays émergents, c'est vrai dans une certaine mesure aussi en Europe et en France. Les systèmes de distribution ne sont pas si transparents. Parfois, l'affectation du budget elle est compliquée. Il y a des réflexions et les gens, quand ils ont un système qui leur interdit de sortir du cadre et qui donne une transparence totale du donateur au bénéficiaire, en fait, ça ne facilite pas et ça ne les intéresse pas forcément. Donc, nous, on a un système qu'on généralise, qu'on essaye de déployer au maximum, mais on se heurte encore à des oppositions qui sont pas de notre ressort. Alors, j'imagine bien que quand tu as des oppositions, on te dit pas « Non, mais c'est parce qu'on voudrait continuer à pouvoir frauder ou faire de la corruption ». C'est quoi les arguments qui sont opposés à ça? Alors, souvent les gens accusent la technologie en disant la technologie c'est trop compliqué, on va pas y arriver. On va perdre nos données. Voilà, c'est ça. Donc il y a à la fois un peu de technophobie, il y a souvent la volonté de ne pas changer la manière dont on travaille. Mais il y a des gens qui naïvement disent ben non, mais on va pas pouvoir récupérer l'argent. En fait, pour tous ces acteurs-là, ils n'ont pas forcément honte d'expliquer que la transparence n'est pas leur intérêt. Et vous serez frappé de voir qu'il y a beaucoup de naïveté c'est peut-être une honnêteté, mais alors c'est déprimant pour nous. Et on essaie de lutter. Et la manière de lutter à ça, c'est de convertir tous les acteurs, et en particulier les donneurs. Alors qu'on pourrait très bien pousser soit des réglementations qui imposent une traçabilité totale, et ça existe maintenant dans des financements d'infrastructures, en particulier en Afrique, quand c'est la Banque mondiale, quand c'est différents acteurs, l'AFD qui financent, ils pourraient décider qu'il y a une traçabilité des appareils. Ça éviterait que soit il y ait du vol, soit que l'argent n'arrive pas à destination. On fait une aparté sur la sécurité des données. Quand on préparait ces échanges, tu me disais qu'il y a beaucoup de choses qui changeaient en ce moment, notamment aux US, et que c'était une vraie problématique en fait pour nous tous. Ouais. Alors nous, ce qu'on voit, et je pense que ce que tout le monde a vu, c'est que récemment, Musk et son équipe Doge ont investi plein de data centers, comme des cow-boys, en arrivant sur place, en fermant les bureaux, en disant « je veux récupérer les données ». Il y a eu parfois une opposition des équipes sur place, mais qui a toujours été contrecarrée par un ordre gouvernemental. Et donc du coup, on se rend compte que on ne peut plus avoir confiance sur la manière dont les données sont stockées. Aujourd'hui, si Doge arrive avec une équipe d'informaticiens qui est relativement jeune, relativement petite, et qui prennent les données sur des disques durs et qui vont les mettre dans les data centers de Musk, on peut s'interroger sur ce qui se passe pour les données de tous les acteurs américains. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus vraiment de contrôle, il n'y a plus vraiment de vérification que les données sont protégées, que les gens qui ont accès à ces données ne font pas n'importe quoi. Moi, si j'étais un acteur international, je m'intéresserais de très très près à toutes ces équipes de jeunes informaticiens qui ont tous l'âge de mes enfants, qui sont très doués en informatique, mais qui n'ont certainement pas été formés pour protéger les données comme il se doit et pour même faire face à toutes les influences étrangères qu'il pourrait y avoir. Je pense qu'aujourd'hui... Qu'entre le serveur 1 et le serveur 2, on se balade avec un disque dur. Entre les deux, il peut y avoir des espions de toutes sortes. Je pense que c'est le devoir de chacun des États, et je ne veux pas les critiquer, de mettre à la suite de chacun de ces informaticiens. Donc je ne serais pas étonné que les Russes, les Chinois et peut-être les Européens soient en train d'essayer de récupérer les données qui sont en train de se balader à l'air libre. Oui. Et je pense que ce qui est nouveau aujourd'hui, et ce qui est stupéfiant, c'est la rapidité à laquelle ça se fait, et c'est surtout vraiment le côté cow-boy.
Et ça, c'est inquiétant. Parce que jusqu'à présent, quand c'était des data centers de Google et de Apple, on pouvait se dire, c'est les Américains, ils ont le contrôle et le gouvernement a accès. Et c'est vrai que le gouvernement a accès, mais de manière qui était raisonnée et supervisée surtout. C'est la supervision qui disparaît là. Là, ça se fait dans l'urgence et sans supervision. Et donc, on peut s'inquiéter sur les données qui sont parties. Et si ces données sont parties aujourd'hui, personne ne peut le savoir. Et si les données qui sont en train de passer dans d'autres mains sont en train d'être analysées, peut-être qu'il va nous falloir 1 an ou 2 ans pour se rendre compte qu'il y a eu ce trou de données. Parce qu'il n'y a pas toute cette supervision. C'est ça qui nous inquiète aujourd'hui, nous. On parle a priori pas que des données détenues par les structures fédérales, potentiellement même de structures privées. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que Doge est rentré dans un certain nombre de structures publiques. Ouais. On ne sait pas, et je ne crois pas qu'on puisse le dire, que s'ils ne sont pas rentrés dans d'autres structures privées, je pense que s'ils rentraient dans la structure privée, personne ne le dirait. Je pense que la structure privée, avec la peur qui est actuellement aux États-Unis, elle ne le raconterait pas. Si elle savait qu'il y avait une fuite, elle ne le dirait pas non plus. Donc je pense que la transparence a complètement disparu. Et donc, et comme on a vu, on est témoin de pratiques qui sont effrayantes, je pense qu'on est légitime de se poser la question de comment ça se passe. Donc, je ne dis pas que toutes les données sont parties, mais je pense qu'il y a une véritable inquiétude et on doit s'en préoccuper sérieusement parce que beaucoup de ces données-là sont des données qui sont très importantes pour nous. Comme dans d'autres domaines, là, on parle d'inquiétude. Ça veut dire que quand on est inquiet, il faut s'organiser, trouver des solutions tiers, des solutions bis ou les inventer. Oui. Et donc on revient sur en fait un vrai sujet de souveraineté. On fait quoi, monsieur ? Alors aujourd'hui, il y a plein d'initiatives pour essayer de développer des clouds souverains, d'utiliser des acteurs européens, d'utiliser des solutions qui sont locales. Mais je pense qu'il y a encore, si on fait une analyse, beaucoup de trous dans différents éléments. Aujourd'hui, la première chose qui est folle, c'est que tous les sites consommateurs en Europe, vous avez Facebook Auth, Google Authentification, LinkedIn Authentification. Donc, en fait, chaque fois que vous allez sur un site, plutôt que de mettre votre login mot de passe qui est extrêmement compliqué, vous utilisez... Sauf avec Dashlane. Ouais, sauf avec Dashlane. Vous utilisez l'authentification, donc vous révélez à un de ces acteurs américains que vous avez été sur ce site-là. Donc ça, c'est un service qui est a priori un service d'État, qui est l'identité, qui est maintenant délégué complètement à des acteurs privés. Alors qu'en France, il y a un acteur qui s'appelle France Connect qui pourrait être imposé sur tous les sites. Comme ça, ça ne serait pas des données qui sortent. Mais ça, c'est un exemple de service sur lequel il existe des solutions qui sont assez efficaces. Elles ne sont peut-être pas aussi simples que Google, mais si on les impose, si on se force à les utiliser, elles vont devenir bien et elles seront largement capables de se substituer. Donc, en fait, il existe dans tous les éléments des solutions qui sont soit déjà suffisamment matures, soit qu'on peut imposer. Mais ça veut dire aussi qu'en tant qu'entreprise consommatrice, il faut faire des choix. On évoque avec plein d'invités ici à ce micro, souvent off, mais pas que, le sujet quand on parle de cloud souverain, en fait, tout le monde est sur AWS d'Amazon. Parce que ça fonctionne, parce que, a priori, les serveurs sont quand même en Europe, mais... Alors, exactement. Aujourd'hui, il y a une inquiétude sur l'intégralité de ces infrastructures-là. Et alors, on parle de cloud souverain, c'est bien, mais en réalité, tous les services qu'on déploie, c'est non seulement le cloud, mais comme ils sont portés sur des téléphones portables, comme ils servent à équiper des gens sur le terrain, eh bien, en fait, toute la partie de ces flux, elle est sur un cloud qui est peut-être souverain, mais elle passe par un tuyau qui, lui, est contrôlé essentiellement. En amont et en aval. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir un cloud qui serait souverain, mais si toutes les données qui rentrent et qui sortent sont contrôlées et elles sont regardables par d'autres acteurs, en tout cas, c'est pas aussi bien, c'est sûr. Ouais. Alors, on fait quoi, monsieur ? Je promets qu'à la fin de cette interview, on a trouvé une solution pour tous nos sujets. J'espère. Non, mais il y a plein d'initiatives. Ce qui est frustrant, c'est qu'une partie de ces compétences-là, elles sont extrêmement présentes en Europe. Il y a beaucoup de solutions qui existent, qui se développent. Il y a d'ailleurs beaucoup des solutions qui sont développées aux États-Unis, qui sont aujourd'hui portées par des développeurs européens. Donc, en fait, des solutions existent. Je pense que si on veut les pousser, il faut, dans certains cas, identifier celles qui sont particulièrement critiques et puis s'imposer. La commande publique, ça les aide à se développer. Donc, essayer de faire une sorte de
préférence européenne pour la commande Buy publique. European Act. Exactement. Ça permet. Alors, il y aura des solutions qui seront. C'est une contrainte, c'est sûr, mais on se rend compte aujourd'hui que on peut tellement plus avoir confiance dans la sécurité des solutions qui sont plus contrôlées par les Européens que ça vaut la peine de commencer à rajouter des contraintes dans le choix. Parfois, ça sera peut-être obligé de l'imposer, mais c'est important de développer des solutions sur lesquelles on a un contrôle et dont on est sûr que les données et que le développement et que les intérêts sont clairs. Un des intérêts en Europe, c'est la souveraineté démocratique. Aujourd'hui, on a des géants, principalement réseaux sociaux, sur lesquels, toi qui es un fan de transparence, en fait, tu as de l'anonymat, tu as beaucoup de bots, de trolls, où en fait, tu vois, si on part en guerre, pas civilisationnelle, mais en tout cas sociétale, sur des enjeux de démocratie avec les Américains, c'est quand même eux qui ont la main. Et on n'est pas à l'abri d'ici 2027, sachant que les usages aujourd'hui des réseaux sociaux sont évidents et de plus en plus importants, qu'il va bien falloir trouver des solutions aussi à ce niveau-là. C'est une véritable problématique. Sinon, on élu des gens qui soutiendront jamais la souveraineté européenne que tu essayes de défendre. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de contrôle sur ces réseaux sociaux, et je suis pas sûr qu'on pourra en avoir à moyen terme, parce qu'on va essayer de faire des négociations. Alors, je suis pas un expert du domaine, mais je pense que c'est plus facile d'essayer de pousser des solutions sur lesquelles on a un meilleur contrôle des solutions européennes et de faire une bascule vers des solutions européennes que d'espérer avoir un contrôle sur les solutions américaines. Et je vois pas une évolution favorable du contrôle sur ces solutions à court terme. La Chine, ils font un peu pareil, hein. Ils ont bloqué une partie, ils créent un réseau social. Alors, à l'inverse, eux, ils ont probablement un contrôle total sur leur solution qui est exagérée, antidémocratique, certainement. Mais en revanche, ils ont juste, dans certains cas, rajouté des contraintes pour s'assurer que les solutions qui sont utilisées sont les solutions sur lesquelles ils ont un levier. Et c'est peut-être vers quelque chose qu'on pourrait envisager. Alors évidemment, sans faire ce que font les Chinois, mais juste privilégier des solutions européennes, ça pourrait marcher. En tout cas, on a les ingénieurs et les talents pour pouvoir le faire. En fait, il n'y a aucune difficulté pour ça. Oui. Il y a juste des sociétés qui ont été plus petites, moins financées et qui souffrent du fait que jusqu'à présent... Les sociétés, parfois elles réussissent, parfois elles échouent, mais ça ne change rien. Mais en revanche, globalement, si on est sur un marché qu'on peut un peu protéger et qu'on arrive à financer, il y a des solutions qui vont prospérer. Je reviens sur deux sujets. Quand tu disais que les tuyaux, c'est quand même la base. Vous avez notamment développé sur un téléphone Android, je crois, vous avez enlevé tout ce qui pouvait poser problème en termes de fuite, je le raconte peut-être pas bien, je suis pas ingénieur, mais de fuite d'informations. Vous avez ajouté votre couche à vous. Exactement. Donc, ce que fait Famoco, c'est... Merci d'avoir repris la main, parce que je m'arrêtais là. C'est exactement ça. C'est créer l'infrastructure sécurisée, souveraine, qui permet de déployer ces services. Mais donc, ça veut dire qu'on a un appareil qu'on conçoit, dans lequel on rajoute des éléments de sécurité comme les cartes à puce, et on a un operating system qui permet de sécuriser les données. Et cet operating system, pour qu'il soit utilisable par tout le monde, il est basé sur Android, et sur ce que les gens appellent Android Open Source, AOSP. Mais ensuite, on a enlevé toute la partie qui traditionnellement est fourni par Google. Et ce qu'on voit, c'est que sur un téléphone portable, Google y rajoute un grand nombre de services qui sont à la fois très pratiques pour les consommateurs, très pratiques pour les développeurs, mais qui envoient en permanence des tas d'informations. Donc, c'est pas que Google récupère votre mot de passe, c'est pas tellement ça l'enjeu, parce que ça, il le sécurise, il est resté sur votre... Mais c'est qu'il sait plein de choses sur ce que vous faites. Par exemple, nos messages entre WhatsApp, ils sont sécurisés, et probablement, Google n'y a pas accès. Mais en revanche, s'il sait qu'on s'envoie 52 messages par jour et qu'on se les envoie le soir, il sait à peu près la teneur de ces informations. Donc en fait, le fait qu'il y ait un lien, cette information-là, ça, il la connaît. Il sait où vous êtes, il sait où je suis, donc il sait combien de temps on a été à côté. Tout ça, c'est des informations que lui utilise et qu'il stocke
Et ça, Après, s'ils les utilisent pour te pousser tous nos contenus entrepreneurs dès que tu passes sur YouTube, moi, ça me va. Hein. ouais. Mais c'est exactement ça qu'il fait. Quand on est à côté pendant longtemps, il sait qu'on s'est parlé, il a une petite idée des conversations qu'on va avoir et il peut s'en servir pour faire un profiling et c'est un lien sur nous. Ça, c'est un véritable risque. C'est un véritable risque pour le consommateur, mais je crois que le consommateur, il a un peu déjà renoncé à ça. Donc, il accepte de donner sa vie privée. Maintenant, Moi, je suis. Alors, peut-être qu'il a renoncé. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui se rendent pas compte parce que on va faire des posts énervés sur les réseaux sociaux au nom de la liberté, de sa liberté, et on donne tout à des géants du web qui veulent pas forcément, qui ne nous veulent pas forcément du bien. c'est sûr qu'ils ne nous veulent pas du bien. Aujourd'hui, ils n'utilisent cette information a priori pour l'instant que pour nous filer de la pub. Mais à un moment, ils vont commencer à utiliser cette information pour avoir un impact. Par exemple, s'ils voient, tout le monde a des montres connectées pour savoir si on court. S'ils commencent à savoir que vous courez moins vite ou que vous faites moins de sport, il va dire bah ouais, mais ton tarif d'assurance va augmenter. Ton assurance vie va changer parce que tu es moins en forme qu'avant. Donc, s'il voit par exemple que vous allez régulièrement chez votre oncologue parce que vous êtes au même endroit, Attends, il va vous dire pour tous ceux qui nous écoutent en courant, accélérez un peu. Premier conseil. Pardon. On va chez l'oncologue. Si il voit que vous allez chez votre oncologue tous les mois, il va se dire il y a un enjeu et il serait capable de changer les services ou de vous retirer des services. Donc, s'il fait à la fois de l'assurance, et donc ça, c'est des informations qu'il a, il n'a pas besoin d'avoir une information qui est secrète. La seule chose qu'il sait, c'est que vous avez été à l'adresse de votre oncologue, et ça, c'est un problème. Écoute, ça m'amène à une super question qui t'est posée par, je crois, ton associé, parce que on entend que tu es un chantre de la transparence, de la technologie. Parce que tu es aussi dans le sujet, tu viens d'évoquer plein de problématiques éthiques, sociétales, qui te questionnent. Écoute, on va écouter Lionel, ce sera le plus simple. Vous avez un message. Salut Nicolas. Tu places la valeur morale au cœur de toutes tes décisions. C'est parfois un moteur, parfois un frein. J'ai 2 questions pour toi. D'où te vient cette boussole éthique ? Et deuxième question, comment fais-tu pour maintenir une telle intégrité dans un monde technologique en perpétuelle évolution ? Salut, à bientôt. T'as 3 heures. C'est ton associé. Ouais. Alors c'est sûr que nous, en déployant des solutions technologiques, on est souvent confronté à des défis ou à des arbitrages qu'on doit faire. Pour revenir à d'où ça vient, moi je pense que c'est mon éducation qui a filé une sorte de boussole. Et donc j'ai l'impression que au cours de mes éducations dans les différents établissements, et j'ai eu une éducation religieuse, ça a peut-être filé une sorte de direction. Maintenant, je pense que c'est le même enjeu. Aujourd'hui, on doit en permanence essayer d'être le maximum transparent avec nous-mêmes. On est une société qui est relativement petite, donc on essaie d'être transparent avec tous les employés de la même manière. Et donc, tous ces arbitrages éthiques qu'on peut avoir, on en parle assez ouvertement. Et alors, je veux bien que tu nous partages le genre d'arbitrage que parfois tu dois faire entre avoir une solution qui fonctionne, mais pas au détriment de ses utilisateurs. Donc, on parle de... Nous, on a des grosses questions sur, pareil, l'accès des données qu'on rend possible à le choix des choses qu'on décide de garder, les choix des choses qu'on décide de ne pas rendre accessibles à nos clients. Donc typiquement, on dit qu'on équipe beaucoup de forces en mobilité, donc on est capable de contrôler les appareils. En fait, si on était vraiment jusqu'au bout, on est capable de récupérer tout sur l'appareil. Donc on pourrait mettre en place des micros, mettre en place des mouchards. Et on fait très attention de mettre toutes les safeguards pour que ça n'arrive pas et pour que nos clients ne puissent pas le faire.
Tu parles des forces de mobilité, on parle de quoi? Non, De typiquement, militaires, de gendarmes, de policiers? on équipe des forces de vente, on équipe des forces des postiers, on équipe aussi des services publics pour tout ce qui est la capture d'éléments d'identité, parfois on équipe des solutions de vote. Et donc les gros enjeux pour nous sont, quand on a ces solutions-là, comment est-ce qu'on s'assure qu'elles sont utilisées à bon escient? Et donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des solutions technologiques pour que les données soient transparentes, qu'elles soient pas modifiables. Et donc ça fait partie des enjeux qu'on a. De la même manière, on parle de la distribution alimentaire, donc il y a beaucoup de gestion de bases de données, d'empreintes digitales. On met en place des solutions pour les protéger, pour s'assurer de qui y a accès, dans quelle mesure. Donc on essaye de vérifier que ni nous, ni nos clients ne puissent avoir des détournements sur certains cas d'usage. Récemment, on recevait 2-3 entrepreneurs de la cyber. Les attaques, vous ne devez pas y échapper. Non, on a beaucoup de cas. Nous, et surtout nos clients. Il y en a partout, en permanence. Je sais, quand on a fait le déploiement des Jeux Olympiques, c'était un enjeu terrible parce que tout le monde était persuadé que les Russes allaient essayer de bloquer tous les systèmes. Et ils ont attaqué une partie des systèmes. Comment ça? Il y a eu des services qui ont eu des attaques. Il y a des services qui sont arrêtés. Alors, dans le cas des ticketing des Jeux Olympiques, ça s'est très bien passé. On n'a eu aucune difficulté. Donc ça veut dire que les services et les protections qui avaient été mis en place ont dû être efficaces. Mais oui, il y a eu une grande inquiétude dans ce domaine-là. Et nous, on a beaucoup de clients. Il y en a même parfois qui ont eu toutes leurs infrastructures qui ont été bloquées. Alors c'est très sournois en plus parce que les attaques, elles sont faites de manière très organisée. C'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup et tout est coupé. En fait, quelqu'un rentre et puis petit à petit, il s'assure qu'il prend le contrôle de tous vos services. Et il attend d'avoir la certitude d'avoir le contrôle de tous vos services. Et quand il est sûr qu'il va pouvoir bloquer tous les serveurs, qu'il a détruit tous vos backups, qu'il a chiffré toutes vos données, alors il active et il vous fait un chantage. Ouais. Là, on parle que de criminalité, mais à vocation financière. Il n'y a pas que ça derrière la sécurité et les attaques sur les sujets sur lesquels vous pouvez œuvrer. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'informations de sécurité qui sont... mais c'est un marché. C'est-à-dire que je pense que s'il y a des gens qui nous attaquaient, ça passerait par des hackers qui font ça pour des raisons financières, qui revendraient les données à des raisons stratégiques. Donc je suis pas sûr, en tout cas ça nous est jamais arrivé, d'avoir des attaques qui viendraient d'État mais en revanche, il y a en permanence des acteurs qui essaient de pénétrer vos données, de faire des attaques sur les serveurs, de récupérer des informations. Et ça, on le voit, on essaie de le bloquer. Jusqu'à présent, ça nous est pas arrivé, on a eu de la chance, mais... On a eu ton associé, je crois qu'aujourd'hui il est aux États-Unis, il est moins actif, si je dis pas de bêtises, dans l'entreprise. Parce que quand tu crées quelque chose avec quelqu'un comme ça, c'est ton sparring partner permanent. Voir filer un de ses associés, ça met pas forcément en péril la boîte, mais c'est un sujet pour l'entrepreneur que t'es. C'est très difficile. Ça, c'est sûr que quand on est un entrepreneur, on est souvent très seul, et quand on a un partenaire, c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde a des hauts et des bas de motivation. On n'est pas impacté par les mêmes choses, on n'a pas les mêmes tensions, pas les mêmes... Et donc, c'est beaucoup plus facile quand on a un réseau de gens autour de soi. Donc, le fait qu'il soit moins présent, c'est sûr que ça change. Et on se répartit, évidemment. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses qu'il faisait et sur lesquelles il avait un talent, et maintenant, je dois apprendre à le faire sans lui. Donc oui, c'est difficile. Maintenant, les entrepreneurs, ils créent des réseaux entre eux. Il y a des groupes d'entrepreneurs, des groupes de discussion, et ça permet de partager un peu les expériences, et sans être au jour le jour, ça aide un peu. C'est important d'échanger entre pairs, mais dans la boîte, du coup, toi, le pli que tu as pris, c'est je vais essayer de reprendre, me mettre à niveau sur certains sujets, ou à un moment, c'est qui va prendre les cordes des arcs que je n'ai pas forcément. Et comment je valide que c'est les bonnes cordes, parce que c'est pas moi qui jusqu'ici les utilisais. C'est un enjeu. Ça veut dire que on a dû renforcer une partie de l'équipe de management et que eux, ils ont plus de responsabilités, plus d'indépendance. C'est certain. Le départ d'un fondateur, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais
Et parfois, on ne fait pas toujours les bons choix. Donc, parfois, on a essayé de construire une partie de l'équipe, et puis finalement, les personnes qu'on a recrutées n'ont pas été les bonnes, donc ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Exactement. Je pense qu'on est riche de ces erreurs, ouais. et moi, je suis très riche. Tu es le Rockefeller. Ouais, je suis Rockefeller rich. On évoque le départ d'un associé, mais ça amène à plein de réflexions sur l'avenir de la boîte. Et je crois que Dorian, tu voulais challenger Nicolas là-dessus. Absolument, je voulais te demander comment tu vois les choses, puisque c'est des questions qui s'anticipent quand même sur plusieurs années. Mais on te demandait un petit peu comment tu vois les choses, la boîte à 10, 15 ans. Est-ce que tu te dis je serai toujours là? Est-ce que tu te dis j'ai des cadres qu'aujourd'hui je fais évoluer, que je fais monter au capital, et potentiellement parmi eux je pourrais aller trouver un successeur? Voilà. Qu'est-ce que tu envisages? Ou tes enfants? Alors, il y a plusieurs choses. La société, elle est tout au début de sa croissance. Aujourd'hui, comme tu le disais, on est submergé par les différents cas d'usage, et chacun des cas d'usage qu'on a identifiés pourrait être 10, 20 fois plus gros. Donc, on est là pour longtemps, ça c'est sûr. Il y a tout à faire, et c'est ça qui est passionnant. Et parmi certains de ces cas-là, il y en a qui sont en train de changer le monde. Ce qu'on fait sur la distribution alimentaire, ça va grandir. Ouais. Ce qu'on fait sur le paiement, ce qu'on fait sur la gestion des fours de vente, ça va grandir. Donc, il y a un potentiel qui est très important, et ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise pour le faire? Ça veut dire qu'il y a certainement l'équipe de management qui va monter, qui va grandir. Et ma position là-dedans, en fait, elle n'est pas fondamentale. C'est aujourd'hui, j'essaye de l'accompagner au maximum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des technologies, d'appliquer des technologies pour changer un peu la manière dont on travaille. Donc, quand on a ces cas d'usage emblématiques, comme le programme alimentaire, on est content. Et c'est ça qui nous anime tous dans la société. Combien de temps moi je serai le CEO, c'est pas tellement l'enjeu. En fait, la société va grandir, j'aurai toujours ma place, j'aurai toujours quelque chose à apporter. Donc il y a une forte croissance. Et mes enfants, ils regardent ça de loin. Alors de loin, je disais, mais en fait, quand on en parlait tout à l'heure, les enfants maintenant avec le télétravail, ils sont toujours autour de nous. Ils connaissent tout de la vie de la société, donc ils connaissent tout de mes employés, dont mon management. Mais moi, j'ai pas du tout envie, ou je les prédestine pas à leur donner quoi que ce soit, ou même un rôle là-dedans. Surtout pas. Ne pas leur imposer. Surtout pas. Ouais. Ne pas leur imposer. Ouais. S'ils voulaient le faire, sûrement, mais... Ouais. Malgré tout, parce qu'il y a plein de sujets là sur lesquels j'ai envie de rebondir. Il y a cette idée à un moment presque de son plafond de verre de CEO. On a tous des plafonds de verre. Il me semble que c'était le fondateur d'Ornicar qui avait fait une tribune là-dessus chez nous dans notre newsletter Les Nouveaux Narrateurs. Mais cette idée de questionner régulièrement sa capacité de CEO et de se dire à un moment, est-ce que j'ai atteint mon niveau limite? Donc ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur comment même toi, tu te donnes les moyens de progresser, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre après l'école, ni après la première boîte, ni après la première boîte vendue. Bref, on se construit toujours. Donc comment tu te maintiens un peu au niveau? Et l'autre sujet quand même, pour rebondir sur la question de Dorian, c'est t'as des entrepreneurs qui déclarent clairement je crée pour un moment, avoir un horizon de sortie, d'exit potentiel. Quand tu fais rentrer des fonds à un moment, va falloir soit les aider à sortir, soit sortir avec eux. Donc c'est quand même des questions qui se préparent. Et là-dessus, ouais, j'aimerais bien t'entendre aussi, sachant que tu as déjà fait un exit, que c'est peut-être pas ton sujet. Et je rebondis sur, je crois, le dernier épisode qu'on a fait avec un des cofondateurs d'Alan, Charles Gorintan, qui disait, nous, notre sujet, c'est de devenir un leader mondial, et tant qu'on n'y est pas, on s'arrêtera pas, quoi. Voilà. Alors, sur la perspective long terme, c'est sûr que, enfin, en tout cas, moi, je suis effaré de tous les gens qui disent on va lever de l'argent pour revendre dans 3 ans et arrêter la société. Nous, ce que je crois qu'il faut faire, c'est faire une société qui va grandir, qui va servir le client, qui va amener des solutions le plus possible.
Si le but c'est de vendre dans 2 ans, bah, on va pas y arriver à vendre dans 2 ans parce que c'est pas possible de vendre. Si tu te focalises sur comment tu vas faire pour vendre dans 2 ans, ça va pas marcher. Donc je pense que ça serait un mauvais driver et en tout cas c'est jamais Alors, le cas pour nous. Ça peut marcher, mais c'est peut-être pas le bon driver. C'est pas le bon driver. Oui, non, mais ça peut arriver. En revanche, si au moment de cette croissance, il y a des événements qu'il faut qu'on se rapproche d'une autre société, qu'on grandit, qu'on fusionne, bah ça c'est la vie. Et ça pour le coup, il y a un intérêt et si c'est un rationnel et c'est bien pour moi, la société, bah, c'est peut-être ce qui se passera. Mais je crois que ça peut jamais être l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer que la société, elle serve ses clients, ses employés le mieux possible. Et plus elle grandit, mieux ce sera. Ensuite, il y a la question de ma position là-dedans et de comment le reste fait. Donc, il faut en permanence s'assurer qu'on a... Il y a 3 choses. Hein. La capacité de le faire. L'envie. L'énergie et l'envie. Parce qu'en fait... Ce qui distingue un fondateur d'un CEO qu'on prendrait, c'est cette énergie, c'est cette frustration qui anime et qui dit que j'ai toujours envie de faire plus. Et ça, je crois que quand on dit les fondateurs, c'est différent. Ce qui est différent dans le fondateur, je pense, c'est précisément cette quête éternelle de vouloir faire mieux, de ne pas s'arrêter. C'est cette que les gens appellent la niaque parfois, mais c'est vraiment ça. Et donc, tant que j'ai ça et que ça peut apporter quelque chose, c'est super. Si j'avais plus ça pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé, bah, c'est sûr que je suis plus à ma place. Donc il y a à mon avis la conjonction de 3 choses. C'est 1, la volonté de le faire, 2, les compétences. Et ensuite, il y a les parcours de vie. Par gens, il y a les parcours personnels, les difficultés familiales qui peuvent changer, qui font que ce soit plus le cas. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc tout va bien. Mais je pense que c'est ça les grands critères. Et ensuite la question c'est comment sur le côté dimension compétence on s'évalue et on change. Bah il y a plusieurs miroirs qu'on a. Il y a les résultats opérationnels, hein. Quand ça marche pas on peut se dire bah je fais peut-être quelque chose. Ma faute, c'est peut-être moi. Ça c'est la première contrainte. Il y a le miroir dur de ces actionnaires, investisseurs et de ces managers qui est aussi une sorte de regard. Et puis maintenant, je pense que dans des sociétés de notre taille, tout le monde est coaché. C'est fou, mais tout le monde a un coach, 2 coachs. Et donc ça, c'est aussi des mentors. Voilà, et ça, c'est des éléments. Et puis on parlait ensuite de ces groupes de réflexion entre les différents fondateurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir une sorte d'éléments et de points de repère. T'évoquais la relation aux investisseurs. Alors dans Cash Out, plus souvent, on a des retours parfois nuancés aussi sur les relations entrepreneurs-investisseurs, parce que les mecs étant partis et ayant exit peuvent raconter des choses que tu racontes pas toujours en phase où t'es encore quand même pieds poings liés d'un côté comme de l'autre. Mais ça, du coup, comment on gère, et tu mettras les nuances ou la transparence que tu veux, mais dans ce qu'on va chercher chez ces investisseurs, dans la difficulté parfois de se faire entendre, ou d'accepter parfois qu'ils peuvent avoir raison en partie. Alors, les investisseurs, déjà, ils n'ont pas le même échéance de temps et les mêmes objectifs. Il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Et quand ils rentrent chez vous la première fois, bah là, c'est le mariage, tout va bien, on est content, et puis on a 5 ans où on va aller ensemble. Après 5 ans, ils disent « Oui, mais moi, je veux faire autre chose, j'ai besoin de revendre, j'ai besoin de sortir. » Donc là, on n'est plus aligné. Et on remplace parfois par d'autres investisseurs. Donc là, c'est sûr qu'on n'est pas toujours aligné. Maintenant, normalement, les investisseurs, ils font 2 choses. Ils sont membres de votre board. Et donc là, ils agissent pour l'intérêt de la société. Et puis, ils agissent pour leur propre intérêt. Ils disent « Non, mais moi, il faut que je vende mes actions maintenant, donc trouvez quelqu'un. » Et c'est à ça que servent les marchés financiers. C'est-à-dire que quand il y a un investisseur qui veut sortir, c'est pas forcément qu'il faut vendre la société, c'est qu'il faut régler son problème à lui. Donc lui, il doit revendre à quelqu'un d'autre. Et c'est pas pareil que l'intérêt de la société. Donc il faut qu'on arrive à accepter qu'il est là, il est copropriétaire, mais s'il veut vendre ses participations, bah, c'est OK. Et normalement, ils ont l'éthique de ne pas mélanger l'intérêt financier du fonds et l'intérêt de la société. C'est pas c'est toujours... le cas. Non, oui, ouais. c'est pas toujours le cas, mais tu me dis que alors ensuite, ça peut arriver. À notre échelle, c'est pas un problème, mais ça peut certainement créer des situations de tension dans certains cas. Ouais. Alors, pour le coup, on va écouter un de tes investisseurs, mais pas sur ce sujet-là. Vous avez un message.
Salut Nicolas, donc voici une question pour toi. Avec ton profil pur d'ingénieur dans une boîte comme Famoco, après toutes ces années, qu'est-ce qui t'anime tous les matins pour garder la même énergie comme au tout départ? À très vite. Alors, ça rebondit sur un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je me sens ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur. Ce que j'aime, c'est trouver des solutions, mettre en place des solutions pour régler des problèmes concrets et avoir un impact. Donc ce qui m'anime, c'est quand on invente une solution pour se connecter au pacemaker. Ce qui m'anime, et qu'on n'y avait pas pensé, ce qui m'anime, c'est quand on trouve une solution qui est efficace pour gérer la distribution alimentaire ou pour gérer les migrants dans la rue de Paris. Ou ce qui m'anime, c'est quand on invente une solution qui fait que c'est facile de déployer une solution de transport. Donc, c'est inventer une solution, la mettre en place, la déployer. Ça, je trouve que c'est merveilleux et que j'ai l'impression d'avoir amélioré un tout petit peu autour de moi. On entend souvent cet adage qui dit que l'ingénieur fait pas l'entrepreneur et que des fois on a des produits tech magnifiques, mais du coup pas avec la dimension entrepreneuriale et donc des projets qui n'émergent pas. Est-ce que là-dessus, toi, tu as fait un travail et est-ce que le fait d'avoir eu quand même des succès entrepreneuriaux précédents a facilité aussi les aventures d'après? Mais si on revient au début, au premier projet, est-ce que ça a été un sujet auquel tu as été confronté ou est-ce que cette vision d'ingénieur en s'associant aux bonnes personnes parfois aussi ou simplement parce qu'en soi on peut avoir les ressources, on arrive à... Alors, je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Ouais. L'ingénieur ne fait pas l'entrepreneur, ça c'est sûr, parce que les compétences dont on a besoin pour être entrepreneur, c'est pas du tout que des compétences technologiques. Ça n'a même rien à voir. C'est plutôt de l'énergie, de la capacité à convaincre, de la résilience. Donc, ça n'est pas du tout lié aux compétences de l'ingénieur. Donc, ça, c'est vrai que ça n'a a priori rien à voir. Mais en revanche, et pour l'instant, dans le deuxième cas, c'est vrai que parfois, quand on est ingénieur et qu'on connaît la technologie, on se dit ouais, j'ai une super technologie, je vais l'appliquer. Et ça, c'est jamais un moteur. Le problème n'est pas de trouver un cas d'usage à sa technologie. Le problème, c'est plutôt d'avoir un portefeuille de technologies et de solutions qui va régler le problème du client. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de dire c'est quoi ton problème et moi, je connais toutes les solutions, toutes les ruses, toutes les manières pour régler ton problème. Et donc, c'est pour ça que nous, Famoco a beaucoup évolué en ce sens-là, parce qu'au début, on avait une solution, un appareil, et on essayait de vendre l'appareil connecté. Mais ça ne règle pas son problème. Il dit mais comment je l'utilise, comment je fais, comment je le déploie, comment ça marche, comment je règle le vol. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt faire l'inverse, enfin, je crois, c'est d'aller voir les problèmes du client et d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ces problèmes, on les règle. Et si on veut redevenir à une partie quanti, c'est dire c'est quoi ces grosses difficultés, c'est quoi ces objectifs, les éléments sur lesquels on peut l'aider à progresser et de se fixer ça comme indicateur en disant voilà, sur quoi il est prêt à mettre des moyens. Et alors normalement ensuite on colle ça avec combien on va lui vendre et quel profit ça va nous permettre. Donc là encore c'est vrai que c'est pas le produit qui fait le marché, mais à l'inverse avoir la compréhension de la technologie, ça permet, je crois, de penser très vite à des solutions et de comprendre assez vite ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc, quand quelqu'un a un problème, on se dit, non, là, bon sang, mais c'est trop... Bien sûr, on peut le régler comme ça. Quand on ne connaît pas la techno, tout est diffus, donc on se dit, c'est magique, on va y arriver. Je vais en parler à mon équipe technique. Voilà, c'est ça. Et là déjà, on a perdu tout le monde. Ouais. Donc, je trouve que c'est un des avantages. Ouais. Autre question personnelle, celle de Paul Leus, qui est un ami à toi, je crois. Vous avez un message. Alors Nicolas, c'est Paul. On s'est connus à Polytechnique. On a fait des voyages partout autour du monde, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Afrique, en Amérique latine. En quoi tes études, tes voyages te rendent service dans ton job aujourd'hui? Raconte-nous ça. Tes études, on a une petite idée. Mes études, c'est sûr. Et je pense que Polytechnique, c'est justement quelque chose qui est extrêmement large dans la gamme de technologies qu'on approche. Donc, c'est vraiment cette logique d'intégrer toutes les solutions et toutes les compétences. C'est beaucoup moins spécialisé, donc c'est exactement ça. Mais tu fais rien avec ton sabre. Mais je fais rien avec mon sabre. Non. Donc, mes études, ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, la première société que j'ai fait, qui était Caravelle, je suis rentré dans l'informatique, j'en avais jamais fait à l'époque. J'avais même pas fait vraiment un peu technique. Toutes les technologies étaient en train de se créer, j'y connaissais rien. Mais j'avais la capacité, la formation pour les apprendre, les intégrer et le faire. Les voyages, ça c'est sûr que nos cas d'usage, on les déploie aujourd'hui à travers le monde dans des cultures qui sont extrêmement différentes, avec des comportements qui sont différents, des éthiques qui sont différentes, on en a parlé. Et donc ça, cette exposition aux différents pays, c'est quelque chose qui fait qu'on a un tout petit peu moins peur d'aller présenter à des Chinois, à des Indiens, des solutions et peut-être à communiquer avec eux pour les convaincre de les utiliser. Aujourd'hui, t'es amené à aller sur le terrain? Alors, je l'ai toujours fait un peu, surtout maintenant que mon associé est moins là, moi je le fais aussi beaucoup parce que si on veut trouver des solutions qui sont efficaces, si on veut régler les problèmes de nos clients, il faut finalement leur parler. Il faut leur parler, puis il faut voir que c'est utilisé sur le terrain, il faut voir que ça marche. Mais c'est-à-dire que tu vas... ça veut dire que je vais en sur le Afrique terrain, régulièrement, ça veut dire que je au me Yémen, déplace. dans parfois des zones de guerre ou de conflit ou... Alors, on a des gens qui ont été au Yémen, c'est sûr, et au Soudan. Il se trouve que moi, j'ai pas été, mais oui, je visite une partie des pays pour essayer de comprendre. C'est pas que les zones compliquées. Vraiment, ce qu'on veut comprendre, c'est les cas d'usage et comment ils sont utilisés et comment régler le problème. Et on découvre sur place à la fois comment nos clients pensent à des solutions et comment les usagers. Et comment les usagers. Moi, j'ai toujours en tête un truc absolument incroyable qui m'avait impressionné. En Inde, on voulait faire une caisse enregistreuse et c'était difficile de faire une caisse enregistreuse parce qu'il y avait un tout petit appareil. Et donc, encore un truc où tu as dit oui, on va trouver une solution. mais c'est le client qui avait trouvé une solution qui était vraiment belle. Il avait mis une grande feuille, une grande nappe sur laquelle il avait dessiné ses produits, dans laquelle il y avait une brique de lait, une pomme. Il avait mis des petits tags NFC dessus et avec l'appareil, donc il roulait sa caisse, il prenait notre appareil, il faisait lait, pain, yaourt, et ensuite il tapait la carte et ça y est, la transaction était faite. C'était génial, il n'y avait pas de saisie, pas de clavier. Comment il avait fait? Comme un truc pour mes enfants. Un papier en plastique avec des tags NFC. C'était génial, il y avait pensé, c'était une solution qui était super simple à déployer et qui est utilisée sur les marchés en Inde. Ça, c'est vraiment des cas d'usage où il y a des gens qui sont intelligents, qui utilisent nos solutions pour faire des trucs qui sont magiques. Ouf. Ouais, c'est mignon. Et c'est chaque fois que ça arrive, c'est des moments magiques. Il n'y a qu'un ingénieur pour parler de puce NFC dire que c'est mignon. Ouais. Parce que quand on préparait l'échange, je crois que 2-3 fois tu m'as parlé de technologie. Ça c'est mignon. Il y a une autre anecdote que tu m'as partagée tout à l'heure et que je trouvais intéressante. On revient sur les solutions de téléphone, donc les appareils qui vont permettre de suivre, etc. Tu me parlais d'un agent de sécurité et je m'arrête là pour te laisser vraiment nous raconter l'histoire. Ouais, alors en fait, nous on vend une solution qui marche, qui n'est pas un téléphone portable, mais sur lequel on a un contrôle total. Donc on s'assure que sur ce téléphone, il n'y a pas Candy Crush, YouTube. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est plus contrôlé, c'est plus souverain, mais parce que surtout quand on met plein d'applications sur son téléphone, les cas d'usage, ça marche moins bien. Et donc dans le cas de l'agent de sécurité, il y avait des sociétés qui ont des agents de sécurité, elles leur filent des téléphones portables qui ont la capacité de les appeler, mais qui aussi détectent quand ils tombent. Donc, c'est-à-dire quand ils tombent, on sait qu'ils ne bougent plus. C'est une application sur le téléphone qui vérifie que ça marche et qu'il vérifie qu'il n'a pas été agressé, qu'il n'y a pas de cambriolage en cours ou qu'il n'est pas tombé dans l'escalier parce qu'on détecterait le choc aussi. L'idée, elle est simple. Et là encore, les gens se disent, on va le déployer sur un téléphone portable, c'est facile. Ils l'ont déjà. Exactement. Évidemment. Sauf que, quand il y a un téléphone portable, on ne contrôle pas vraiment ce que la personne fait sur le téléphone portable. Et dans ce cas-là, il y avait d'autres applications, pas la mise à jour. Et donc, il est tombé. L'application était là, mais comme il n'y avait pas la bonne mise à jour, un problème d'espace mémoire, ça n'a pas déclenché. Ça n'a pas remonté. Et la personne est morte. Et donc, le service qui avait été pensé par la société, qui avait été déployé, ils avaient fait l'effort, tout était bien, et l'obstacle, c'était le téléphone portable, parce que le téléphone portable, en fait, quand on cohabite entre des applications privées et des applications perso, quand on n'a pas le contrôle total, en fait, on ne peut pas garantir que ça marche de la même manière. Et donc ça avait été un révélateur pour le client qui s'est dit, mais moi, je peux pas continuer à faire ça, c'est complètement débile. Je fais quelque chose, et au lieu d'obtenir l'objectif, en fait, je fais l'inverse. Et ça, c'est le cas pour, en fait, plein de cas. Le téléphone portable, c'est un truc qui est consommateur.
Et les gens rajoutent des photos perso, du Candy Crush, du YouTube, du Tinder. Et donc, ça use la batterie. Ils peuvent plus l'utiliser quand il y en a besoin. Et parfois, ça crée des conflits terribles de gestion avec les applications. C'est ce problème qu'on essaie de régler. Mais quand on voit que ça prend des proportions énormes, comme le décès d'un agent, on se rend compte que c'est parfois très important. Des anecdotes comme ça, t'en as plein. Moi, je veux bien qu'on prenne toute ton expérience, toute ta connaissance et t'offrir les pleins pouvoirs, au moins pour une journée. Et au moins en France, c'est moi président. Parce que c'est notre projet! Ou le projet de Nicolas Berbizier. Alors, donc je suis pas du tout impliqué politiquement en général. Mais là, mais même pas là. Moi, je vais juste. Il y a deux grands sujets sur lesquels à la fois on est présent, un tout petit peu légitime, et je pense on en a parlé tout à l'heure. Il y a celui de la souveraineté numérique et du déploiement de solutions qui sont européennes, autonomes, souveraines. Probablement, et donc ça c'est évidemment l'affiliation de tout ce qu'on fait sur Famoko, mais il me semble que ça c'est un enjeu sur lequel ça devrait être au moins recommandé dans les appels d'offres publics, ça devrait être au moins favorisé avec une sorte de préférence européenne. Ça peut paraître choquant, mais je pense que ça serait quelque chose qui permettrait de déployer l'écosystème. Et aujourd'hui, dans le niveau d'incertitude qu'on a dans nos relations avec les Américains, je pense que ça serait la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup plus simple, et là encore près de nos cas d'usage, mais qui est une immense frustration pour nous, c'est que nous, on déploie des solutions de gestion des migrants, des réfugiés, qui sont extrêmement déployées. On a des dizaines de millions de personnes qui sont partout sur le terrain. En Europe, des solutions aussi efficaces ne sont pas déployées. Elles ne sont pas déployées parce que les gens n'ont pas envie de faire une solution qui permet... Alors qu'en réalité, on pourrait gérer une partie des migrants, tous ceux qui sont sur le parvis de l'hôtel de ville. On pourrait mettre en place très facilement des solutions où on leur file de la distribution alimentaire, sans avoir même besoin de faire la distribution alimentaire, mais en s'équipant sur les commerces qui seraient autour. C'est des systèmes qui sont extrêmement faciles à mettre en place, incroyablement peu chers, peu onéreux, et qui permettraient d'avoir une sorte de transparence, voire même de redonner une dignité à ces gens-là. Parce qu'en fait, quand on donne à des gens un système avec une carte, quelle qu'elle soit, quand ils vont dans un petit commerce, ils ne sont plus un mendiant qui va demander de la nourriture, mais ils deviennent un consommateur. Et ils sont un consommateur parce qu'il y a quelqu'un qui leur donne quelques euros par jour pour acheter de la nourriture. Et ça change la manière dont ils sont perçus. Et je crois qu'aujourd'hui, ces solutions, elles existent. Elles sont déployées massivement dans des pays compliqués. Alors, on en fait quelques-unes, mais il y a d'autres personnes qui font des solutions similaires. Mais c'est possible de les déployer à notre échelle. Et tu crois pas que ce qui bloque en Europe chez les décideurs, c'est de se dire, mais ça, c'est des solutions pour les pays du tiers-monde. Nous, en Europe, on n'en a pas besoin. Ou est-ce qu'il peut y avoir une réflexion plus... je vais redire dogmatique, mais je trouve pas le mot, mais qui est le sujet des migrants aujourd'hui. Soit on veut pas s'en occuper, soit on veut pas que ça se voit, soit pour d'autres, on est anti-migrants et donc on va pas trouver une solution X ou Y pour les accompagner. Alors je pense qu'il y a deux de ces éléments en effet. Je crois que le sujet de l'immigration, des migrants ou des migrants mineurs, c'est un sujet qui est radioactif. Donc les gens ne veulent pas y entrer. Et même s'il y avait une solution, ils disent mais surtout pas y toucher, de peur d'être associés. Parce que oui, il y a des gens qui vont dire faut pas les gérer, faut les gérer. Donc il y a des... Mais à mon sens, là c'est juste un problème de gestion plus efficace. C'est de donner un tout petit peu de dignité à des gens. C'est même pas un enjeu de savoir s'il faut ensuite les rapatrier ou ainsi de suite. Ça, on peut avoir un avis. Moi, j'ai une position, mais c'est pas tellement ça la chose. Ce qu'on peut pas faire, c'est laisser les gens dans la rue sans les traiter, en leur disant qu'on va leur... Enfin, ça, c'est pas raisonnable. En revanche, ensuite, décider qu'on leur donne... qu'on les traite, qu'on les déplace, que... Ça, c'est le choix du politique. Et donc, des populations. Mais moi, ma remarque est principalement qu'il existe des solutions dans des tas de cas qui permettent de gérer la solution de manière beaucoup plus efficace, beaucoup moins chère, et que ça vaut la peine de les prendre en compte, et que si les politiques
voulait s'en saisir sans avoir peur d'approcher de trop près le sujet et sans avoir à se positionner sur l'intérêt ou pas ou leur position sur les migrants, à mon avis, ça serait mieux. C'est un peu comme aussi radioactif que des salles de shoot qui peuvent être bonnes pour la santé publique, mais on se dit qu'on met à disposition presque une carte blanche pour aller shooter. C'est de cet ordre-là. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui permettrait de le contrôler et de les compter, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr. Je reste sur cette notion de suivre, c'est contrôler. Pas suivre, c'est pas avoir la main, en fait. Exactement. Et je pense que déjà compter, ça nous donnerait une idée, ça permettrait de voir, ça permettrait de faire du suivi. Et surtout, ça permet d'avoir un petit levier. Parce qu'on peut en profiter pour dire, écoute, dans le parcours, on va te donner de la nourriture, mais ce serait bien que tu ailles à tel endroit aussi, que tu prennes des cours, que tu fasses telle chose. Et ça permet de contrôler un peu les services qu'on donne. Alors que de les laisser dans la rue, ça permet rien du tout. C'est quoi là les next steps pour Famoco ? Alors Famoco, nous, comme je l'expliquais, on a besoin de se focaliser sur quelques-uns de nos succès pour accélérer notre croissance. Donc aujourd'hui, on est vraiment à une phase où on a pris le parti de se focaliser sur quelques marchés et grandir. On a signé des contrats énormes avec certains acteurs, en particulier en Afrique. On a signé avec Orange l'équipement de toute leur force de vente. Donc on doit vraiment se focaliser sur cette accélération, cette croissance. Et il faut qu'on finisse ce pivot et qu'on arrive à expliquer à tous nos utilisateurs que nous ne sommes pas que l'appareil qu'ils voient, mais l'intégré de la solution. Oui, on est la solution, on n'est pas l'objet. C'est difficile de faire ce travail de conviction. Il faut le faire à la fois nos clients, et on le fait aussi avec nos investisseurs, parce que quand on fait ce type de pivot, c'est quelque chose qui change un peu le business model de la société. Mais le fait de se concentrer uniquement sur 3 quêtes verticales, j'ai l'impression que c'est aussi toi qu'il faut convaincre, parce qu'il y a une part de frustration. C'est sûr, mais ça veut dire un peu de discipline de ma part. Et ça veut dire que sur les autres cas d'usage, tu pourrais peut-être juste mettre la solution à disposition d'acteurs en licensing ou Alors ça, c'est ce qu'on fait déjà. Ça, on est parce que justement, quand c'est quelque chose qui commence à devenir grand, on travaille avec des intégrateurs, des écoles, et on fournit la solution. Donc on le fait en Afrique, on le fait avec des écoles. On dit, écoutez, on a des solutions qui sont génériques, que vous pouvez déployer, inventer des nouveaux cas d'usage. Et il y a des gens qui inventent des nouveaux cas d'usage. Ça sert pour faire des crèches, pour faire... En fait, il y a des tas de gens qui ont des idées super. Nous, on est là pour fournir cette brique technologique pour qu'ils pensent à leurs idées. On est vraiment, nous, juste le tuyau sécurisé, connecté. Mais les applications, les digitalisations, c'est les gens qui les inventent. Et les entrepreneurs, il y en a partout et ils ont toutes leurs idées. En Afrique en particulier, on déploie ces solutions et il y a des gens qui inventent des logiciels de caisse. Donc ils disent, je vais aider les personnes dans les marchés à faire de la gestion et du prêt, du microcrédit. C'est eux qui font la solution de microcrédit. Nous, on est juste là pour les aider à ce que ça soit facile à déployer et pas cher. Donc ça, premier sujet là, court, moyen terme. Deuxième next step là pour Famoco, si tu nous projettes un peu l'avenir. Alors aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Ça, c'est une j'en ai entendu parler une ou deux fois. Les questions d'intelligence artificielle sont comment est-ce que je déporte l'intelligence artificielle sur le terrain. Et jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, c'est des serveurs. Donc, on avait tous appelé ChatGPT, on envoie un message et il répond. En fait, il y a des modèles où on peut dire qu'il y a une partie de cette intelligence artificielle qu'on doit déporter sur le terrain. Donc embarquer. Exactement. Notre infrastructure, elle soit compatible avec tous ces modèles d'intelligence artificielle. Ça veut dire un peu c'est ce que les gens appellent parfois en anglais le AI on the edge. Donc, ils déploient les modèles pour qu'il y ait une application, pour que l'appareil il soit capable de fournir de l'information, donc, soit la traduction, soit de l'analyse de photos, soit du comptage. Sans avoir à monter par le serveur. Exactement. Alors, on a des cas d'usage qui font ça, qui sont assez malins. Il y a des gars qui utilisent nos appareils pour compter les bananes dans les plantations. C'est comme ça. En Afrique, et ensuite ils prennent des photos des endroits des bananes pour compter les points noirs qui sont des charançons. Et comme ils comptent le nombre de charançons, ils sont capables de faire des cartographies de charançons, parce qu'en fait les charançons, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est des petits insectes qui sont pas très bons pour les bananes, qui colonisent. Et donc il y a des
nids de charançons. Donc ils prennent des photos de tous les endroits, ils comptent les points et du coup ils créent des cartes de chaleur des charançons et ils en déduisent où est le nid, où est la termitière. Donc, et comment ça se passe? Il y a un petit peu d'intelligence sur l'appareil, ils comptent les appareils, ils comptent les charançons, puis ils disent va par là, c'est par là-bas, et du coup ils sont capables. Toutes ces intelligences-là, tous ces cas d'usage, que nous on n'invente jamais, c'est nos clients qui les inventent. Il faut qu'on ait des solutions qui permettent de porter l'intelligence. Donc la grosse évolution pour nous, c'est d'être quelque chose qui puisse porter l'intelligence artificielle, des éléments d'intelligence artificielle sur ces réseaux. Donc ça, c'est les évolutions technologiques qui arrivent. En fait, il faut faire comprendre à la Terre entière qu'il y a une solution sur lesquelles ils vont pouvoir tester tout un nombre incalculable de cas d'usage, ce qui amènera Famoco peut-être à se disperser, mais peut-être à devenir le leader mondial sur le sujet. Un énorme merci à toi, Nicolas. On va pas se quitter sans ton choix Sista. On va te demander, et je te le demande en fait tout de suite, une femme entrepreneur que tu admires. Tu l'as choisie, elle s'appelle Inès Ami, c'est la fondatrice de Octolo. Octolo, qui est une solution. Alors c'est une solution qui permet de gérer les conseils d'administration, les votes, les assemblées générales, à la fois des petites sociétés, comme nous, parce que c'est l'enfer quand on a plein d'actionnaires d'obtenir les votes de tout le monde, mais aussi de très grosses sociétés, de syndics, de copropriétés et d'assemblées générales de grands groupes. Donc c'est une solution qui simplifie toute la partie juridique et la gestion des boards, qui est l'enfer. Moi, je l'ai vécu plein de fois et je suis très content d'avoir des solutions qui permettent de le régler. Ça s'appelle Octolo. Elle, c'est Inès. Je te propose de t'adresser directement à elle, un peu comme tu as eu tes questions surprises. On encapsulera ta question et tu peux aller sur une question un peu tricky, un peu technique, d'ingénieur. Tu vas où tu veux. Mais en tout cas, quelque chose auquel tu aimerais avoir la réponse. Moi, je suis impressionné par l'énergie qu'elle déploie. Et ma question, c'est comment elle fait pour percer autant avec les entreprises du service public, parce qu'elle a réussi à signer et avec les sociétés françaises. Et je vois que pour une start-up de sa petite taille, c'est un exploit. Donc je suis impressionné et curieux de savoir comment elle arrive à passer tous ces seuils. On va lui demander. On va aussi remercier Dorian de nous avoir accompagnés. Évidemment, remercier notre invité Nicolas. Et tu l'avais promis au début, sans langue de bois, de la transparence à l'image de vos produits et de vos services. On n'oublie pas les deux dimensions. Merci à vous toutes et tous qui êtes encore là au bout d'1h15, 1h30 d'échange. Si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours aussi passionnant, 40 nuances de Next. Bonne journée à tous. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.